Il peut tenir 72 heures sans dormir. Il est plus adroit qu'un tireur d'élite. Mais c'est pour de faux. Il vit encore chez ses parents, mais non, il n'est pas puceau. Il gagne beaucoup d'argent grâce aux jeux vidéo, mais en IMO, il est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Proprio à tout prix, votre magazine de l'immobilier sur Sister à 11h10 tous les samedis. Aujourd'hui, on va rêver avec nos consultants qui sont en plateau. Elles sont belles, trois expertes au top. Et puis, on a également un gars habillé en rose. On va voir ça avec lui tout à l'heure. Alex est avec nous. Nous allons parler de luxe. Nous allons parler, bien évidemment, des problèmes et des astuces pour pouvoir gérer ou en tout cas vivre du luxe en France. Nos experts sont en place. On y va. C'est parti. Un vrai plaisir de se retrouver avec nos experts. Alors, j'ai envie de commencer. Les filles, qu'est-ce que vous pensez de la tenue d'Alex? Franchement, ouais, vous trompez pas. Alors, il manque Barbie. Voilà, c'est ça. Mais on a Ken. Ouais, on a bon, Ken, ça. c'est pas mal. Bon, nous avons bien sûr Sabrina Montpellier, le soleil de Montpellier toujours. Amal, l'ancienne avocate, investisseuse et qui fait des miracles dans cette émission maintenant. Et Virginie. Oui. Alors, Virginie, on va parler de Toulouse. Oui, alors Toulouse, c'est la ville en 2024 qui a été le plus visitée. Et t'habites un petit village? Oui, qui est proche de toutes les commodités, c'est ça, hein? D'accord. Bon. En tout cas, on va parler luxe avec vous. Et effectivement, on a le luxe de vous avoir dans cette émission. Je propose qu'on commence cette émission avec un petit micro-trottoir. Restez bien avec nous parce qu'à la fin de l'émission, nous avons l'invité du samedi. Il s'agit d'Elsa Esnou qui sera avec nous. La banane de la semaine, bien sûr. Mais tout de suite, regardons ce que pensent les gens de la rue du luxe. Si vous deviez acheter une maison de rêve, ce serait où? Je voudrais bien que ça sera à Deauville, à côté de la plage. Ça sera un château parce que j'ai une grande famille, avec une grande piscine. Je dirais dans un château proche ville, mais un peu à la campagne, pour avoir toujours des occupations, mais être un peu dans ma tranquillité. Alors moi, ce serait, je pense, un grand manoir en Bretagne, vue mer, avec de l'espace pour toute la famille, plein de chambres. Voilà. Et moi, j'achèterais genre un méga loft dans une grande villa à Paname. On passera les week-ends chez moi. Voilà, on fait une semaine sur deux. Saint-Tropez. Oui, il y a la maison de bébé là-bas. Il y a beaucoup d'animaux, c'est super, c'est beau à voir. Et Brigitte? Brigitte, elle peut partir. Quoique, ça aurait été dans les années 60, je l'aurais gardé avec. Hein. Moi, mon coup de cœur, c'est l'Italie. J'adore, c'est magnifique. Le lac de Como. J'ai eu l'occasion d'apercevoir la maison de George Clooney. Je suis d'origine italienne et elle est magnifique. Et puis si par la même occasion, il peut rester, pourquoi pas? Ah oui, quand même. Excellent. Alors voilà, on voit le luxe. Il y a les personnalités, il y a les lieux. Hein, on voit Paname, hein, pas mal. Alors, je pense qu'on ne parle pas beaucoup de prix. Les gens, ils parlent d'une adresse. Dans le luxe, on a l'impression qu'ils parlent d'une adresse à côté de Brigitte Bardot, à côté. Je ne sais pas si c'est un luxe d'habiter à côté de Brigitte Bardot. En tout cas, il avait l'air bien amoureux, le monsieur. C'est sûr. Oui, c'est vrai, le lieu n'est pas le seul critère. On le verra dans cette émission, d'ailleurs. C'est la carte d'invitation qui est importante, j'ai l'impression, dans le luxe. Hein. Mais pas que, on va le voir dans cette émission. Hein. On a des châteaux dans nos belles régions de France. On a des demeures de prestige qui sont utilisées pour la vie professionnelle. Et ça, c'est pas mal. Mais les gens achètent une expérience. Hein. Ouais. Une vue Tour Eiffel, c'est un morceau de Paris, un morceau de la France. Ouais. L'expérience est vraiment beaucoup mis en avant sur... Alors, on va voir que la vue sur la Tour Eiffel, Amal, tu as été enquêtée. Elle a été voir un agent immobilier de luxe à Paris. Et elle fait relever un défi. Et la vue sur la Tour Eiffel, vous allez voir. Alors aujourd'hui, on est vraiment sur un reportage spécialement dédié à l'immobilier de luxe. Mais moi, je suis très exigeante. Je veux de l'exceptionnel, de la vue, de la rénovation. Je t'ai donné cette mission il y a plusieurs semaines. Écoute Amel, j'ai relevé le défi puisqu'on va visiter 3 biens d'exception aujourd'hui, tant par leur emplacement que la qualité de leur rénovation, ainsi que leur vue. Donc tu ne seras pas déçu. Fais-moi confiance. Magnifique. Beaucoup de lumière là. Écoute Amel, pour cette première visite, donc je vais te faire découvrir un appartement d'exception de 221 mètres carrés qui comporte 3 chambres. Là, c'est du pur haussmannien de ce que je vois. On est typiquement absolument dans les éléments haussmanniens, donc avec parquet, très belle hauteur sous plafond et surtout cette vue qui est incroyable sur la Tour Eiffel. Je n'ai jamais vu ça. Très clairement, nous sommes dans l'immeuble le plus proche géographiquement de la rive droite de la Tour Eiffel et on a l'impression qu'elle est littéralement dans notre salon.
on a la vue sur la Seine, puisqu'on voit les bateaux-mouches défiler sous nos yeux. On a la vue sur le Dôme des Invalides, sur l'église russe, et au loin, on aperçoit également le Grand Palais. Là, on est à combien du mètre carré? Alors, on est sur un appartement de 221 mètres carrés. Il est présenté à 9 millions d'euros, donc on est à peu près à 40 000 € du mètre carré. Ce type d'appartement-là se vend à qui? Je vais vraiment un peu briser un secret, mais l'appartement est vendu. On vient de le vendre à un client américain qui, en effet, l'a acheté en quelques minutes. Il a traversé la pièce, entre guillemets, il s'est jeté sur le balcon. Donc ça y est, il va devenir propriétaire et j'ai envie de dire un petit peu propriétaire d'un bout de Paris et d'un petit morceau de la Tour Eiffel. Défi relevé. Maintenant, si je veux le même type de prestation, cette fois-ci clé en main, est-ce que tu as ça? Écoute, je t'invite à me suivre. On va traverser la Seine, donc on va passer rive gauche. Et là, on va découvrir un appartement refait à neuf, entièrement décoré, vendu meublé, équipé, jusqu'à la petite cuillère. Je t'invite à me suivre. Ah, magnifique! Je te laisse me présenter cet appartement. Avec plaisir, Amel. Donc on sort d'un ascenseur privatif, puisque l'appartement est au 3e étage et il est seul sur le palier. L'appartement fait 265 mètres carrés. Il a entièrement été refait à neuf par un architecte de renom et on va le voir avec des matériaux très haut de gamme puisqu'on va trouver un parquet massif sur l'intégralité de l'appartement, des marbres italiens, on en voit ici une partie dans cette arche. Là, sur cet espace salon, on est sur combien de mètres carrés? Là, on va avoir 80 mètres carrés sur ces 2 pièces avec un petit salon un petit peu plus cocooning avec l'espace télévision. Et là, on a un salon un petit peu plus ouvert, une partie dînatoire en salle à manger. Et on est happé très clairement par cette carte postale avec la vue sur le Champ de Mars, la Tour Eiffel et le Grand Palais éphémère qui est en cours de démontage. J'imagine que ça va augmenter aussi le prix de cet appartement. En effet, puisque là on va valider la vue Tour Eiffel, la vue Champ de Mars, la vue Invalides et la vue École Militaire, qui est un réel plus et un réel atout pour cet appartement. Et donc du coup, moi je vois une petite cuisine là-bas. Un peu plus de 25 mètres carrés, donc c'est une cuisine dînatoire avec ce très bel îlot en marbre. Cette grande cuisine qui est intégralement équipée. Des prestations de travaux ici, combien ça coûte au mètre carré? On va être entre 6 et 8 000 € du mètre carré en rénovation. Je vois un petit balcon. Et j'imagine qu'il y a une vue Tour Eiffel. Je vais aller jeter un œil. Tu peux y aller, absolument. Magnifique, je pourrais vivre sur le balcon. Et ça fait finalement une avancée sur le Champ de Mars. Je te propose qu'on aille voir un petit peu les suites. Avec plaisir. Donc ce sont 4 chambres qui comportent des dressings sur mesure, salle de bain, salle de douche WC privatif. Et là, les suites font plus de 20 mètres carrés, ce qui est assez rare pour ce type d'appartement. Par rapport au prix de cet appartement, on va en parler. On est à combien ici? Donc l'appartement fait 265 mètres carrés. Il a été rénové en 2024. Au mètre carré, on est à peu près sur 32 000 €. D'accord. Bon, je vais demander à mon banquier si je peux emprunter, mais je ne suis pas sûre qu'il accepte. On est plutôt sur la clientèle étrangère? La première clientèle va être en effet des clients étrangers. Donc on a une forte présence de clients américains, une forte clientèle du Moyen-Orient. Ce sont des clients qui voyagent beaucoup. Et on est totalement dans une configuration palace. Bon, le luxe, bien sûr, là, parisien, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup, moi, l'agent immobilier, là. Alors, il est agent immobilier au bout des ongles. Hein. Ah oui, spécialiste de l'immobilier de luxe. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'appartement, Amal, justement? Le dernier qu'on a vu? Oui, et le premier aussi, enfin, des deux. Alors, le premier appartement qui a une vue sur la Tour Eiffel, c'est une personne qui a acheté une partie de la carte postale de Paris pour sa femme. On est en moyenne sur ce marché à 20 000 € du mètre carré. Voire 30 même. Voire 30-35 000 en cas de rénovation. Et la rénovation. 40 000. 40 000 le premier. Oui. Je donne une moyenne, hein. Voilà. Donc, on est et alors moi, ce qui m'a halluciné, je ne sais pas ce que vous en pensez, 6 à 8 000 € la rénovation du deuxième. Oui. Parce que c'est des entreprises très souvent qui viennent de Monaco, d'Italie, et vraiment avec du premium, c'est une exigence des acheteurs, c'est que du sur-mesure. Moi, ce que je ne comprends pas, on est quand même sur du 40 000 € du mètre carré, il n'y a même pas un extérieur, c'est un balcon filant. Ça vaut 40 000 € quand même. Le monument le plus visité du monde. Je vais même te dire plus, ce deuxième appartement meublé n'est même pas habité par le propriétaire, c'était juste un pur investissement. C'est un peu une sorte de monopoly pour ces personnes-là. C'est des personnes qui sont habituées des hôtels de luxe, mais qui ont besoin d'avoir des pieds-à-terre un peu partout dans le monde. Et Paris, c'est une valeur refuge. Bon, on va redescendre un petit peu sur Terre en termes de prix, parce que nos régions, et partout en région, on va le voir avec vous, hein, il y a des demeures totalement hallucinantes, avec du charme. C'est aussi ça le luxe. Alexandra Carman nous fait visiter une réhabilitation d'un château. Vous allez voir, c'est une autre vision du luxe. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir.
C'est un sacré challenge que tu as relevé. Tu as totalement cessé ton activité professionnelle précédente pour te consacrer exclusivement à la maison d'hôte, que tu fais particulièrement bien. Tu es propriétaire d'une demeure bourgeoise de 1744, c'est pas rien. Tout à fait. Donc challenge magnifique relevé, je te félicite, vraiment bravo. On est quand même dans un endroit qui est magnifique, certes, mais on est entre l'estuaire et l'océan, dans un cadre qui est quand même particulièrement atypique. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Alors, en fin de compte, quand j'ai vu cette maison, je me suis dit c'est bien parce qu'en fin de compte, les gens qui aiment bien le côté un petit peu estuaire, on est à 4 minutes en voiture pour voir les petites cabanes à huile, déguster des produits, des crustacés, tout ça. Après, on est à 4 minutes de l'océan. Et après, ceux qui veulent aller du côté de la Charente-Maritime ou Royan, nous sommes à 10 minutes du bac. Et je trouve que la maison est très bien placée pour ça. Tu me fais visiter ? Avec plaisir, bah viens. Donc là, c'est l'entrée. Oh, c'est magnifique. Après, tu vois ici, il y a eu un petit coup de rafraîchissement. Donc bien sûr, tout ce qui a été peinture. Après, le sol aussi a été changé. Ouais, il est très très beau. Vous avez fait venir un architecte, j'imagine ? Oui, on a fait venir une architecte, oui. Le mobilier, c'est pareil. Le mobilier est super. Alors, le mobilier... Tout est hyper bien choisi, les tons, enfin, toutes vos chambres aussi également ? Toutes les chambres également aussi. Et là, tu as une super vue. En plus, ici, on est côté coucher de soleil. Donc, tu as vu la vue comme c'est magnifique. Si vraiment tu as envie de te détendre, prendre du temps pour toi, on a un petit coin spa avec 6 bancs de massage. Super. Ouais, avec un ciel étoilé. Ok. Détente assurée. Ton rêve, parce que c'est quand même une demeure qui est très grande, qui est très belle, qui est magnifique, est-ce que c'était d'acquérir une demeure bourgeoise ou est-ce que c'était plutôt de développer une activité de chambre d'hôte et puis finalement que l'un a trouvé l'autre ? Alors en fin de compte, je peux t'expliquer que les deux se sont reliés parce qu'à la base, je voulais vraiment créer mon activité ici. Je pense que le lieu est totalement atypique et je voulais aussi devenir propriétaire de cette demeure. Comment tu as trouvé cet endroit en fait ? C'est tout bête. Hein. En fin de compte, moi avant d'avoir les chambres d'hôtes, j'étais commerciale. Et tous les jours, je passais devant cette maison, tous les jours. Et je me disais, mais c'est comme si cette maison, elle m'appelait. Et après, un soir, avec mon associé, on a vu que cette maison était en vente. Voilà. Okay. Et on a appelé l'agence immobilière et on est venu visiter ce bien, tout simplement. Dingue. Et vous vous êtes positionné tout de suite ? Et on s'est positionné tout de suite. Voilà, alors là, on est à côté de Bordeaux, belle région de France. Alors, c'est un beau château et alors la particularité, c'est effectivement de l'exploiter en maison d'hôte. Ça permet d'accéder au luxe tout en exerçant une sorte d'activité. Son activité professionnelle, donc elle va louer les chambres d'hôtes et elle va générer son revenu. Quoi. Ouais. Disons que ça permet que ce soit accessible à tous, enfin beaucoup plus de personnes. Ouais. Alors sur le marché, pour venir un petit peu faire le parallèle avec le marché parisien, ça peut être un investissement locatif pas forcément rentable, faire de la maison d'hôte, faire du bail civil ou société, ce sont vraiment des baux très spécifiques. Et si c'est pas rentable, pourquoi tu nous en parles là? Je comprends pas. Je t'en parle pourquoi? Parce que ce sont des appartements qui sont de la résidence secondaire pour beaucoup de propriétaires. Ah, oui. Et il faut savoir que si tu calcules la taxe foncière et les charges de copropriété, ça peut revenir à un SMIC mensuel. Ah oui. Alors il faut bien payer tout ça. Si on n'a pas des revenus confortables et qu'on veut financer une partie de son logement d'exception avec des chambres d'hôtes, c'est pas forcément évident, c'est ce que tu dis en fait. Alors moi ce que je dis, c'est que notamment pour certains business plans, notamment sur Paris, tu peux louer pour de la Fashion Week, pour vraiment des séminaires. Ah mais ça se loue une fortune. Ça se loue une fortune. Après c'est un peu technique parce que tu peux pas le faire avec n'importe quel appartement, il faut que ça soit de la résidence principale, il faut que tu fasses des baux spécifiques, mais ça se loue une fortune. Je pense que les chambres dans ce château, ça va se louer aussi cher, on est sur quelque chose d'atypique. Bah oui c'est ça, donc exactement. C'est joli. Des prestations magnifiques et je pense que grâce à ça, elle a permis d'acheter ce château parce qu'elle avait un plan business qui était déjà écrit et ça, c'est quand même une super idée. Quand on part en vacances, on n'a pas envie d'être comme chez soi. Oui, on est d'accord. On a envie de trouver quelque chose de différent. Je suis d'accord. Et puis ce cadre est magnifique. Le luxe aussi, c'est d'y héberger son activité professionnelle. C'est ça. Et alors à Saint-Étienne, tu as rencontré une jeune femme. Exactement. Qui était coiffeuse. Qui était coiffeuse, qui avait un rêve de petite fille d'acheter un jour son petit château et surtout de créer son activité à l'intérieur pour pouvoir y vivre et pouvoir accéder à cet achat en fait. Bon, on regarde. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Christelle. Elle va nous expliquer comment elle a réalisé son rêve de petite fille, acheter un château. Comment le rêve peut devenir cauchemar. Comment a-t-elle fait pour monter son projet? Elle nous explique tout. On y va? Bonjour Christelle, merci de m'accueillir chez vous. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous-même? Merci de nous accueillir chez vous, ou plutôt dans ce joli château. Comment est né ce rêve? C'est un projet que j'avais depuis des années. Après, avec les aléas, les enfants, le mariage, on met tout ça de côté. Et j'ai divorcé et j'ai dit je vais aller jusqu'à l'aboutissement de mes rêves.
Je coiffais cette dame qui vendait son château. Je suis venue et ça a été un coup de cœur. C'est un lieu d'habitation, si j'ai bien compris, mais pas que. En fait, le but de ce projet était les deux. De vivre avec mes enfants et de faire mon activité professionnelle. Donc je suppose que vous avez dû passer par un changement de destination? C'est la première chose qu'il faut faire en fait. C'est le lieu destination pour mettre mon salon de coiffure. S'ils ne m'autorisaient pas, je ne le faisais pas. Donc c'était un défi. Donc vous avez dû créer un statut, une SCI, je suppose? Oui, une SCI familiale parce que je voulais protéger mes enfants. Ce qui permet aussi en fait au niveau business, en fait, c'est que le loyer de l'activité pro et le loyer personnel en fait remboursent en fait le montant des prêts de la SCI. Donc il faut qu'il y ait une rentabilité derrière. Maintenant que vous avez les clés, vous vous êtes aperçu qu'en fait le rêve pouvait être aussi un cauchemar. Oui, au départ, c'est le projet de financement, donc les banques. Et une fois que vous avez l'accord des banques et puis qu'on vous fait confiance, on ouvre la porte et on voit un peu tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'on ne s'imagine pas toujours en fait. Le rêve de petite fille, il se concrétise. Et après, il y a plein de petits cauchemars. Donc les cauchemars, c'est l'électricité qui était compliquée. Vous avez les capricornes, donc en fait, c'est des petites bêtes qui mangent le bois. Et puis toutes les petites fuites. Vous avez plein de choses en fait à prévoir qu'on ne prévoit pas forcément parce qu'en fait, il faut être dedans pour découvrir tout ça. Donc les travaux sont terminés, le rêve commence, vous ouvrez votre activité et là c'est parti. Et puis en fait, le fait d'y habiter au départ, ça veut dire de privilégier en fait tout ce qui est le poste des frais. Vous n'avez pas de loyer à côté à payer, donc du coup en fait tout rentre dans la SCI, donc ça prend de la valeur. Quand vous prenez un bien comme ça qui est atypique, ouvrir son activité professionnelle, que ce soit la coiffure, la restauration, faire de l'événementiel ou quoi que ce soit, vous valorisez un bien privé et professionnel. Venir se faire coiffer dans une demeure pareille, c'est quand même assez prestigieux, c'est très raffiné. Je trouve que ça vous correspond très bien en tout cas. Ça me correspond, mais est-ce que ça correspond aux gens ou à la clientèle de la région? Je ne sais pas. Les gens ne vont pas s'adapter du jour au lendemain. Ils partent ailleurs et reviennent après. L'important, c'est que j'ai gardé mon identité, c'est-à-dire que le côté sympa, le côté bien-être. Quand on va dans des endroits comme ça ici, vous avez la déco, mais vous avez aussi les personnes qui y sont dedans et puis les prestations qui vont avec. Alors Christelle, important, si c'était à refaire, on se relance dans l'aventure? Oui, c'est surtout que j'ai encore plein de projets derrière. Rien n'est acquis, ça c'est sûr. Mais rien n'est impossible. Je l'ai voulu, j'ai eu, tu vois, et j'ai mis du temps. Ouais. Je l'ai fait revivre cette maison parce qu'elle ne se voyait plus, les gens la connaissaient, mais elle ne se voyait plus. Il faut être juste un peu ouvert aux gens, aimer les gens, s'intéresser aux gens, leur poser des questions. Parce qu'il n'y aurait eu que le côté financier, je vais vous dire aujourd'hui, serait capoté. Ce métier-là, en fait, m'a permis aussi de rencontrer beaucoup d'artisans. C'est l'artisanal, les gens, ça vous enrichit plein de choses, en fait. Et à 50 ans, j'ai encore quelques années devant moi, plus derrière, et je me dis, tout est possible. Tout est possible. Alors effectivement, un château de rêve, une princesse qui fait son salon de coiffure. Elle est incroyable cette femme. Elle est géniale. Elle a un tempérament de gagnante. Et elle a d'autres projets encore. Mais c'est pas si simple. Hein. Mais c'est pas si simple. Parce qu'en fait, si on comprend bien, on décrypte un petit peu ce qu'elle nous dit. En fait, les gens n'ont pas l'habitude de venir se faire coiffer dans un château. Et du coup, c'était un peu plus long d'avoir une clientèle et de se faire connaître, surtout qu'on est sur des prestations plutôt haut de gamme en lien avec ce qu'elle a fait à l'intérieur. Il n'y a pas que la coiffure, il y a la soin, etc. Après, elle a quand même bien résumé le problème du château, c'est-à-dire il y a deux types de personnes qui achètent ce genre de choses, les millionnaires et ceux qui ne savent pas encore qu'ils ne le sont pas. Bah oui, quand ils ont reçu la facture. Est-ce que le moulin, un ancien moulin, c'est pas le rêve de tout le monde? Ça pourrait. Ça pourrait, ouais. Et alors là, Virginie, à côté de Toulouse... Le moulin de Titay. Le moulin de Titay. Et ouais. D'accord, alors ne déflore pas le sujet. On va écouter les heureux propriétaires de ce moulin qui en ont fait un lieu magique. Le luxe, c'est aussi de transformer des anciennes demeures ou de les réhabiliter. Justement, aujourd'hui, je vais rencontrer Bruno et Nicolas qui, eux, ont transformé un moulin. Suivez-moi. Bonjour, bienvenue au Moulin de Titay. On va vous faire découvrir notre petit paradis. Super. On va faire une petite visite de la maison. J'ai hâte. Alors, vous avez déjà les extérieurs avec la piscine et le spa, balnéothérapie. Les petits déjeuners sont servis sur la terrasse. D'accord. Et vous avez également du coup la rivière avec un accès direct avec un ponton pour faire du canoë.
Ah, c'est super sympa ça. Et comment ça vous est venu l'idée de venir vous installer ici exactement? Moi, je voulais quelque chose qui avait du caractère et aussi qu'il y avait plusieurs pièces pour pouvoir créer différents univers dans chaque pièce. Et quand on a visité ici, le cadre extérieur, c'était fabuleux. Et on a fini par cette pièce. Et cette pièce, j'en ai encore la chair de poule. J'ai eu le coup de cœur sur cette pièce et j'ai dit, c'est ça qu'il nous faut. Alors l'histoire, l'historique réel. Ce moulin a été créé en 1723. L'activité dans la région, c'était principalement des tisserands. Ce moulin servait justement à taper le tissu. On a l'eau qui passe ici dessous. Il y avait une grande roue immergée horizontale et qui actionnait des grandes battes dans cette pièce. Au départ, c'était une maison de vacances en fait. Et on a voulu en faire vraiment notre petit cocon, notre maison principale. Voilà. Donc on a rénové, on a isolé surtout. 1 an pour faire vraiment le rez-de-chaussée. Et on a laissé tout l'étage, on l'a laissé tel que c'était. C'est bien plus tard qu'on a commencé à réhabiliter tout l'étage. Pour faire une jolie bâtisse comme ça vous a coûté cher? Effectivement, oui, ça nous a coûté environ 450 000 € sur 15 ans environ. D'accord. Et en plus, il y a beaucoup d'investissements personnels qu'il a fallu passer des week-ends, des soirées à travailler. Mais c'est que du plaisir, que du bonheur. Et vu le rendu, c'est magnifique. On adore recevoir les amis, la famille, et au fur et à mesure, les gens nous ont dit « mais pourquoi vous ne faites pas chambre d'hôte ?» Effectivement, chambre d'hôte, ça permettait d'allier, on va dire, l'utile et l'agréable et d'avoir un revenu supplémentaire. Une grande maison comme ça, d'en profiter juste tous les deux, c'était presque triste. C'est aussi pour nous une reconnaissance du travail qu'on a fait, de pouvoir faire plaisir aux gens dans cette grande maison. On voit ici, effectivement, avec ces chambres d'hôtes, ce couple qui, en fait, a eu envie de partager ce lieu. Tout à fait. Et c'est pas qu'une question d'argent, hein. Non, c'est avec des amis, la famille, mais vraiment, c'était pour eux, déjà, continuer l'histoire, vraiment créer une habitation, en profiter. C'est le cadre qui est vraiment super. On est sur des gens qui sont tombés amoureux d'un lieu, ils ont réalisé un rêve. Alors oui, mais quand même, les gens parlent beaucoup de l'entretien et de la nécessité. Et on voit bien qu'ils, des fois, ils louent en chambre d'hôte. J'ai l'impression, le ressenti par dépit. Sabrina, quand on parle de luxe, l'entretien... oui, c'est pas grave. Ça compte, hein. C'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est surtout une vraie qualité de vie. Alors on reste dans le bon. Non, mais c'est vrai que c'est un problème. L'entretien. Oui, c'est un problème. Mais effectivement, s'ils en font leur activité professionnelle, ça ne devient plus un problème. Donc, bon, alors on va terminer cette partie avec Amal, parce qu'il nous avait promis 3 biens, l'agent immobilier. C'est ça, moi j'avais été exigeante, et puis je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas visiter une sorte de maison à Paris? Le fameux hôtel particulier parisien. Alors là, on atterrit maintenant dans un bien exceptionnel. Antoine, je t'avais mis au défi de me montrer une maison en plein cœur de Paris. Ça a l'air d'être le cas. Oui, absolument, Amal. Nous sommes dans vraiment le typique hôtel particulier de la Rive-Gauche. On reste vraiment dans le cœur de Saint-Germain-des-Prés et on va découvrir donc cet incroyable hôtel particulier qui fait donc plus de 350 mètres carrés, qui a été bâti en 1877 et qui a intégralement été rénové par un architecte de renom. Moi, j'ai l'impression de rentrer dans le musée du Louvre un petit peu là. On arrive en effet dans une pièce qui est un petit peu un boudoir, qui est un peu une bibliothèque, donc on a un premier espace un petit peu télévision, et ça permet de recevoir, on est vraiment dans un espace pareil, dans une ambiance très intime. Et là, je vois un très bel escalier, je te propose qu'on y aille. Absolument, on va voir ce qu'il y a. Magnifique. En effet, là, comme tu le vois, on arrive donc sur la pièce de réception principale, donc avec sa cheminée à l'éthanol et qui comporte donc cette verrière. Donc là, nous sommes sur une hauteur de 17 mètres, donc ce qui est très rare. C'est énorme. Les hauteurs sous plafond, même exceptionnelles, on est à combien? 8 mètres, 9 mètres? Alors, dans des très beaux hôtels particuliers, on peut arriver à entre 4 et 6 mètres, mais passer 10 mètres, c'est quand même extrêmement rare. Une pièce là-bas, je pense que c'est la cuisine. Donc on passe par cette passerelle et donc tu as ici la partie salle à manger et au fond une partie de cuisine qui est intégralement équipée, aménagée. Tu vois ici que la partie lustre correspond tout à fait à cet espace dînatoire. On est quasiment, encore une fois, dans un espace finalement déco, hein. On se croirait dans un showroom, hein. C'est pas une cuisine.
une des caractéristiques de cet hôtel particulier, c'est qu'il est desservi par un ascenseur privatif qui va desservir les 4 niveaux et on va le prendre ensemble. Allez, hop, en avant. Ah oui, effectivement. Là, en effet, ça permet d'accéder dans tous les étages et là, dès le premier étage, on peut encore une fois admirer cette verrière et cette hauteur sous plafond qui est vraiment incroyable. On va faire découvrir donc, le premier étage, qui est ce qu'on appelle vraiment la master, qui comporte donc cette très belle salle de bain avec baignoire ouverte, très grande douche, très élégant, très chic. Rien à dire. On le voit, on a donc tout ce mur qui est recouvert de placards sur mesure. La master comprend également donc, son propre dressing privatif. Je t'invite à me suivre et on va découvrir l'étage supérieur. On passe par l'escalier cette fois-ci. Oui, on va faire un petit peu de sport. De là où je suis, je ne me lasserai pas de cette vue exceptionnelle. Donc là, on a une première chambre d'appoint. Exactement, le deuxième étage, on bénéficie de 2 chambres qui permet donc par exemple à 2 enfants d'être sur le même niveau ou alors d'avoir des chambres d'invités, très clairement. Donc là, on a fait le tour de cet hôtel particulier. Pas encore un mal, j'ai encore des surprises. Il y a un niveau que nous n'avons pas encore vu, qui est le sous-sol, qui va comporter donc un espace de loisirs avec un salon de réception complémentaire et un espace de hammam avec douche à jet cascade. Il y a vraiment l'accès au mur de Paris, enfin, il y a vraiment quelque chose d'historique par rapport à cet hôtel particulier. Absolument, on est vraiment dans le cœur de la capitale, dans le cœur de la rive gauche. Les murs et les arches en pierre sont d'origine. Alors un lieu secret, les amis. Hein, totalement secret. Amal, combien de mètres carrés? On est sur à peu près plus de 300 mètres carrés là. Plus de 300 mètres carrés, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, moi, incroyable. Oui, c'est en plus un escalier d'un architecte qui est connu, donc ça valorise en plus le bien. Moi, ça me donne envie d'habiter dans l'escalier, moi, du coup. C'est un concept. Bon, c'est déjà la fin de cette première partie. En deuxième partie, on va s'intéresser à comment on fait pour entretenir, quelles sont les galères que l'on peut avoir quand on a un bien d'exception. C'est souvent compliqué. Donc, on va vous donner tous les trucs et toutes les astuces pour pouvoir vous en sortir si vous avez la chance de pouvoir acquérir un bien d'exception. En fin d'émission, je vous le rappelle, on reçoit une invitée très spéciale, Elsa Esnou, comédienne, Les Mystères de l'amour, chanteuse. Elle va nous raconter son immobilier. Maxime Banane également en fin d'émission pour la banane de la semaine, dans une émission de luxe. Je pense que ça va être croustillant. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup Alex. Le récap de cette partie, vous allez voir, le luxe, c'est facile à résumer. En 2024, en France, le marché de l'immobilier de prestige a progressé de 4,5% en valeur, malgré les tensions économiques. Les villes qui ont le plus progressé sont Biarritz et ses plus 8%, Megève et sa hausse de 10%, et enfin Saint-Tropez avec plus 12%. Un acheteur sur 3 est étranger, en majorité américain, canadien et suisse, qui profitent du taux de change favorable, et le budget moyen pour ce secteur se situe entre 3 et 3,5 millions d'euros par transaction. Dans cette deuxième partie, on va s'attaquer à un sujet acheté dans le luxe. Est-ce un rêve ou un cauchemar ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent acheter des demeures de luxe en France? Des experts au top pour cette deuxième partie. Julien, est-ce qu'on a beaucoup de demeures de prestige en Bretagne? Oui, en Bretagne, il y a des très belles demeures de prestige, notamment sur la mer, mais aussi dans les terres. Beaucoup de châteaux. Et... Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, le luxe en Bretagne, c'est d'être en face de la mer, en fait. Oui. En quelque sorte, c'est d'être en face de la mer, mais aujourd'hui de plus en plus éloigné, avec l'érosion et la montée des eaux. Mais le vrai luxe, c'est de voir la mer, avoir une pleine vue mer. Alors, on a la chance d'avoir un fiscaliste maintenant dans l'émission. Frédéric est avec nous. Tu vas nous parler de fiscalité dans cette partie, puisqu'on veut donner des astuces pour acheter effectivement la demeure de rêve, et c'est souvent des problèmes de fiscalité. On aura également Olivier Pontenot, notre maître à tous, maître Pontenot, représentant de la Chambre des notaires, qui nous expliquera un petit peu aussi les problèmes de succession en fin de partie. Nelly, tu es avec nous aussi. Bonjour Nelly, comment ça va? Bonjour Bruno, ça va super. Quand elle est là, c'est le sourire, c'est l'Est de la France. C'est l'Est, pourtant on n'a pas souvent le beau temps, mais c'est toujours avec un plaisir que je vais ici. Oui, et alors le luxe dans l'Est de la France, alors, on en a quand même. Oui. On est assez pauvre en château, mais on a tout de même des demeures de prestige. Des belles maisons de maître. Des belles maisons de maître. Il y a des rues assez prestigieuses sur Metz. On en a. Là aussi, les prix s'envolent. Hein. Les prix s'envolent. Et alors Mathéo avec nous, alors là, le PJEX, le Benjamin de l'équipe des consultants. Exact. Fontenaire-Genevoise. Tu vas nous présenter un projet fou en fin de partie. Oui, tout à fait. Sur
Genève, parce que sur Genève, on a beaucoup plus d'historique que sur le Pays de Gex. Ouais. Le Pays de Gex, ça a été souvent des nouvelles constructions et des Qataris, des Koweïtis qui ont investi notamment sur Divonne-les-Bains. Ouais. Mais sur Genève, on a beaucoup plus d'historique, donc effectivement, il y a des projets qui sont complètement différents. Ouais. Restez bien avec nous, parce que le projet est fou. Hein. Pour commencer, qui achète encore des châteaux? Et c'est la question que s'est posée Manon Vallon. On regarde, vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas forcément de critères pour acheter un château. Je pense qu'il faut d'abord être amoureux de l'architecture, amoureux des pierres, amoureux des siècles passés, et puis avoir envie de faire évoluer le patrimoine. Alors il est vrai que c'est plutôt des industriels ou des associations de jeunes qui peuvent se mettre à plusieurs parce qu'ils ont un projet. Moi, j'ai eu plusieurs cas avec des gens qui faisaient des écoles de goût dans des châteaux, donc qui voulaient refaire le patrimoine français et faire des écoles où on pouvait mélanger les goûts. Après, c'est moult choses, mais c'est souvent des industriels par rapport à la notoriété du lieu, notamment dans la mode, qui peuvent acheter des belles bâtisses, refaire, parce que c'est également des amoureux de l'architecture. Donc ça touche un peu... je ne veux pas dire tout le monde, c'est pas vrai, mais il faut d'abord qu'ils aiment l'architecture, qu'ils aiment l'histoire de France, qui est quand même très riche. On a aussi des étrangers qui sont amoureux de notre patrimoine français. Et c'est très bien que des gens comme ça puissent faire évoluer et que ça ne parte pas en désuétude. Et parfois, c'est un propriétaire qui achète pour 30 ans, 40 ans, et parfois, ce sont des propriétaires successifs qui ont fait évoluer la propriété, le château, et heureusement, parce qu'en coût de chauffage, évidemment, on ne va pas doubler les murs, hein, parce que ce serait un gâchis complet, mais on change les huisseries. Des huisseries, quand il y a 50 fenêtres, c'est un coût. Hein. Après, les chauffages sont remis souvent avec des pompes à chaleur, parce que c'est plus facile. Quand on a 4 ou 5 mètres de plafond, à l'époque, on ne se chauffait qu'avec des cheminées. Hein, mais le cheminée, vous avez chaud devant et froid derrière, quoi. Un château, hein, je parle bien de château, entre 800 et 1200 mètres carrés habitables à peu près, souvent, c'est un coût de 35 000. Faut pas rêver. Hein. Alors après, quand on a la chance de pouvoir installer une pompe à chaleur, on est plutôt à 15-20 000. Après, il y a le coût pour entretenir le parc, parce que si on a un beau château et que le parc n'est pas entretenu, c'est dommage. Donc vous êtes obligé d'avoir des jardiniers, et ça, c'est un coût entre 10 et 15 000 par an. Ouais, en plus du chauffage. Sans compter que le foncier a beaucoup augmenté. Si on a une bâtisse comme ça, il faut l'entretenir. C'est comme une maison lambda de monsieur, madame, tout le monde. Si vous ne l'entretenez pas, elle se dégrade. Un appartement dans une copropriété, si les copropriétaires ne veulent rien faire, donner un coup de peinture dans l'entrée, ça pêche. Hein. Et ben, le château, c'est pareil. Qui achète des châteaux encore en France? Alors, elle le dit, hein, les passionnés d'architecture, du patrimoine français. Ouais. Nos régions ont du talent, en fait, on pourrait dire. Bah oui, parce qu'il y a une grosse complexité quand on achète des châteaux. Ils sont souvent classés bâtiments de France, donc on a recours à l'architecte des bâtiments de France, qui lui va apporter des complexités supplémentaires au projet de rénovation. C'est pas des complexités, c'est des coûts. Un coût. Ouais, oui, un coût, parce que si tu as un château aujourd'hui, ça veut dire que tu as des dépenses qui vont avec. Donc 6 à 8 000 euros du mètre carré, les rénovations à Paris, dans les demeures de prestige. Les châteaux, les coûts d'entretien, c'est exorbitant. Déjà, juste l'assurance habitation, en fait, ils sont calculés sur une valeur de reconstruction à neuf. Donc, quand on est au monument historique, le château qui vaut 1,5 million, à reconstruire, ça va coûter 5 millions. Donc, on est assuré sur la base de 5 millions. Il faut trouver le château qui vaut 1,5 million. En fait, tous les ans, tu as environ 3000 châteaux qui sont remis sur le marché parce que les gens n'arrivent pas à faire les travaux. C'est un achat émotionnel. Et en fin de compte, ils se disent c'est pas possible. Ça revient, c'est répétitif, changement de propriétaire. Et il faut 3 ans pour vendre un château en moyenne. 3 ans. Frédéric? On a la chance aussi d'avoir, sur ce beau patrimoine, l'IFI. Ah, le Wi-Fi. On a le Wi-Fi ou pas? Le Wi-Fi, c'est une connexion avec la Direction Générale des Finances Publiques. Mais ça s'appelle plutôt l'IFI. Ah, l'IFI. Donc c'est l'impôt sur la fortune immobilière. Exactement. Alors c'est quoi ça? C'est l'effet qui se coule, c'est que quand on a un beau patrimoine, notamment quand ça va être ouvert au public, quand on veut entretenir, restaurer, ça a comme une valeur, et cette valeur-là, elle génère de l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous êtes imposé à l'IFI, faites-nous le savoir sur Propriété ou à tout prix. On viendra chez vous, on fera des grandes soirées. Bon,
Nelly, c'est à toi. Tu as été enquêtée dans une abbaye. C'est ça, il nous a parlé des coups cachés. Enfin, il n'a pas tout divulgué parce qu'il devait quand même garder le secret professionnel. On regarde l'abbaye de Prémontré. Je suis Alexandre Majersic, directeur de l'association du Centre culturel de l'abbaye des Prémontrés, qui gère ce magnifique établissement qui compte 19 000 m² et un parc de 2,5 hectares, qui est aujourd'hui un hôtel 3 étoiles, un lieu de séminaire et d'événementiel, un centre culturel avec des concerts, des expositions de sculptures, et puis également nous avons une activité de propriétaire avec des locataires. L'abbaye des Prémontrés a été entièrement détruite en 1944. Il a été fait le pari de la reconstruire et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir eu l'État, les collectivités qui se sont mobilisées pour reconstruire cette abbaye qui est devenue, à partir de 1964, un centre culturel. La force de l'association, c'est d'avoir une activité hôtelière, de séminaire et d'événementiel qui est forte, ce qui lui permet d'engager des recettes et de pouvoir faire revivre l'abbaye. Évidemment, 19 000 m² de locaux, c'est des locaux à chauffer, à éclairer et à entretenir. Comme beaucoup, on a subi la hausse des coûts de l'énergie, notamment l'électricité. On est passé de 80 000 à 180 000 euros de 2022 à 2023. Mais heureusement, on a cette activité commerciale qui nous permet de faire face à ces dépenses. C'est la condition, je dirais, sine qua non pour pouvoir entretenir de tels bâtiments. Et on voit bien que des propriétaires privés qui ont un gros patrimoine historique ont beaucoup de mal à l'entretenir parce que c'est effectivement des dépenses très importantes. Alors c'est vrai que les monuments historiques, c'est tout de suite des procédures un peu plus lourdes. Il y a l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France, on a un architecte du patrimoine. Donc c'est vrai que c'est un processus qui est un petit peu plus long, mais c'est aussi pour entretenir et garder l'authenticité du bâtiment. Donc ça veut dire utiliser les matériaux d'origine ou en tout cas très très proches. Et on sent que le niveau d'intervention de l'État et des collectivités est moindre, voire parfois très difficile à obtenir. Vivre à l'abbaye, ça pourrait sembler être un rêve. On se dit qu'on pourrait difficilement vivre ailleurs. Après, si j'avais vraiment un choix de maison, ça serait, je pense, une maison en plein milieu de la forêt avec une grande clairière, être bien isolée, ou alors peut-être une maison en Ancy-sur-Moselle, une maison de vigneron, si vous arrivez à m'en trouver une. Et ben voilà. Ah ben alors là, il a eu un petit coup de boost à la fin. C'est lâché. Ce qui est fou là, quand même, on voit le luxe, c'est accessible, mais les coûts pour entretenir une bâtisse... C'est vraiment le côté dark du luxe. Ouais. Après, il y a tellement de jolis côtés. C'est d'avoir une villa prestigieuse, on valorise son patrimoine, enfin on fait... Moi, je m'attendais à voir que du rêve, des princesses qui perdaient leurs chaussures, enfin des trucs comme ça. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, en fait, les gens qui achètent ce type de demeure, ils n'ont pas ces préoccupations, je dirais, d'entretien. Est-ce qu'on a quand même des profils où ça rentre en ligne de compte pour l'achat? On a des passionnés du patrimoine qui veulent laisser un peu une marque dans l'histoire, de dire, bon voilà, moi j'ai acheté, j'ai rénové en partie ce château-là. Et ce monsieur, quasiment monsieur, madame, tout le monde, quand ils sont confrontés aux contraintes des travaux de rénovation, rapidement, finalement, ils ont un peu le couteau sous la gorge. Il y a tout aussi, il y a les investisseurs dans le luxe et il y a ceux qui vivent à l'année, donc les occupants. Dans le cas d'un investissement, on est vraiment sur un marché de niche, ça veut dire qu'on ne peut pas se planter. On investit dans un château pour le louer, alors certes, on va faire de l'événementiel, des mariages, les semaines où on se loue. Tu fais des mariages le week-end, toi? Moi, je fais pas de mariage, non, j'ai pas le temps. Mais DJ Julien. On peut faire plein de choses avec des belles demeures. En revanche, la vacance locative peut coûter très cher. Bon, alors moi, je vous propose qu'on s'amuse maintenant dans cette émission avec Frédéric. On va parler de fiscalité. Il a été enquêté, et là, effectivement, on va tout savoir sur la fiscalité d'un château, d'ailleurs. Hein, c'est un château. Hein. C'est un château, exactement. Une ancienne abbaye qui est devenue le château de Cercamps. Le château de Cercamps. On va aller voir d'un peu plus près à quoi ressemble la vie de Châtelain 2025 entre travaux d'entretien, de restauration d'un bâtiment classé au monument historique. C'est parti. Bonjour. Bonjour, bienvenue au château de Cercamps. Cette galerie, elle est restée... elle est restée en l'état, donc vous voyez alors moi je ne peux pas reboucher par exemple, faire moi-même cette partie-là, parce que je serais capable de faire, mais je n'ai pas le droit d'y toucher parce que c'est un monument historique. Voilà. Alors, il y a eu des essais justement pour le nettoyage, on voit encore quelques étiquettes. Finalement, tous les propriétaires de châteaux connaissent la même problématique, hein, donc qu'ils soient très grands ou beaucoup plus modestes, on retrouve toujours les mêmes problématiques de conservation, de restauration, d'entretien,
toutes ces grandes maisons. Et pour l'entretien, avec ces 2200 mètres carrés, vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous finalement au quotidien pour faire tout ça? Une seule, moi. C'est fini l'époque où il y avait les bonnes et où il y avait les majordomes et où on était servi à table. Non, non. C'était pour ça d'ailleurs que j'ai jamais réussi à me marier parce qu'une potentielle épouse s'est dit « Oh ben non, j'ai pas envie de devenir la bonne ». 33 hectares de terre, tous les bâtiments qu'ils contiennent sont intérieurement et extérieurement classés monuments historiques. Est-ce que c'est vraiment une aubaine fiscale le fait d'être classé monument historique ou est-ce que c'est plutôt un lot de contraintes? On fait souvent en fait entre l'inscription et le classement. Ici, on est sur un bâtiment qui est classé monument historique. L'inscription engendre moins de contraintes puisqu'on a plus de choix dans les entreprises. On n'est pas obligé de s'adjoindre d'un architecte du patrimoine, ce qui n'est pas le cas ici. Donc moi, je travaille avec un architecte du patrimoine qui rencontre à l'architecte des monuments historiques. Je ne peux rien décider par moi-même puisque c'est lui qui fait une étude préalable à tous travaux qui doit être effectué tant dans le château que dans le parc. Et forcément, ça a des conséquences beaucoup plus lourdes, même si financièrement, théoriquement, le classement permet une subvention un peu plus élevée de l'État. Souvent, c'est 20% sur de l'inscrit, 40% sur du classé. Mais par contre, en effet, les travaux sont beaucoup plus coûteux que dans un bâtiment inscrit. Aujourd'hui, on approche les 800 000 euros. Demain, s'il y a un incendie, etc., comment ça se passe? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que vous avez une assurance spéciale? Très peu d'assureurs, en fait, acceptent ce genre de risque. L'obligation que j'ai, c'est de l'assurer sur la base d'une valeur de reconstruction à neuf, puisque le fait qu'il soit classé oblige à ce que ça soit reconstruit. On a eu l'exemple avec Notre-Dame. L'obligation avait été fixée à l'époque, il y a 10 ans, à un peu plus de 5 millions d'euros, qui aurait été la valeur de reconstruction du bâtiment. Ce qui m'amène une prime d'assurance de l'ordre de 18 000 euros par an, qui est pour moi la première charge du château. Alors l'achat du château, c'était forcément un rêve d'enfant. Bon, le château, frais de notaire inclus, m'a coûté pas tout à fait 600 000 euros, hein, c'était 1 580 000 si j'ai bonne mémoire, donc frais de notaire inclus. J'y engage depuis 12 ans pas mal d'argent en travaux. Hein. Je pense que je suis entre 250 et 300 000 euros de travaux qui ont été effectués pour ma part dans les bâtiments. Je ne compte pas la part monument historique investie. Moi, le but, c'est que le château puisse se prendre en charge les entrées du public, les manifestations qu'on y organise, qui ne dégagent pas suffisamment de revenus pour lancer des grandes tranches de travaux. Or là, justement, les premiers gros travaux se profilent un peu à l'horizon. Donc c'est là que va se poser la question de savoir est-ce que je vide définitivement tous les comptes pour refaire un bout de toiture ou est-ce que je passe la main à quelqu'un qui aura plus de moyens que moi et qui pourra là travailler, lui, dans la durée. Si c'était à refaire concrètement entre nous, vous le refaites ou... Je re-signe tout de suite. Moi, je repars. Oui, parce que voilà, l'expérience, c'est exaltant quand même de donner, surtout de redonner vie à un bâtiment qui était complètement abandonné. Je me suis dit que je serais peut-être qu'un échelon sur la restauration complète, parce que bon, faut pas rêver. Je l'amènerai certainement pas jusqu'au bout, mais non, je signe tout de suite, je repars. Et dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, qu'est-ce que vous aimeriez que ça devienne ce lieu-là? Que ça reste d'abord ouvert au public, parce que moi, c'était déjà important de l'ouvrir. Y vivre égoïstement, ça sert à quoi? Ça sert à rien. J'ai pas besoin de cette superficie-là pour vivre. J'aimerais bien que ça reste un lieu de partage. Ah, c'est incroyable, ça fait plaisir, c'est magnifique. Le gars, il est de la terre, on sent qu'il aime il est amoureux de son château, surtout. Vraiment fan. C'est un amoureux du patrimoine, ce qu'il voulait, franchement, il n'a pas d'héritier. Il s'est dit, moi, ce que je veux, en gros, c'est laisser une trace dans l'histoire. Ce château-là, je veux le rénover, je veux en faire quelque chose. On parlait des assurances, la fiscalité. En revanche, c'est un peu plus avantageux ou pas? Alors, vu que c'est classé monument historique, il va pouvoir déduire les travaux qu'il va engager pour la rénovation du château. Mais quand on parle de travaux, c'est-à-dire qu'on ne demande pas au petit peintre du coin d'aller faire un coup de barbouille sur le mur. C'est-à-dire que pour n'importe quel travaux qui coûte 1000 balles dans la vie publique, là, ça coûte 15 000. Non, mais il doit faire appel à 2 architectes. Il doit faire appel à 2 architectes, il doit faire appel à des entreprises qui sont agréées monuments historiques. Donc, pour n'importe quel travaux, c'est étude préalable, c'est un dossier long comme le bras. Comme c'est une émission extrêmement joyeuse, on a parlé de fiscalité, je me retourne bien évidemment vers notre maître à tous, Olivier Pontenot, représentant de la Chambre des notaires. Quand on a une demeure d'exception, Olivier, c'est aussi la succession qui pose problème. Effectivement, il faut une stratégie. Déjà une stratégie fiscale, parce que si on n'a pas pris en compte le paramètre fiscal, on peut payer jusqu'à 45%
pour transmettre à ses enfants de droits de succès. Oui, effectivement. Donc, c'est quand même un élément à prendre en compte. Hein, Mais est-ce que y a des spécificités sur les biens de luxe? Ou est-ce que, de toute façon, la succession en France, c'est une tannée? Alors, il y a des stratégies qui sont envisageables. Monuments historiques, par exemple, parce que là, il y a des exonérations très, très importantes. Également, bois et forêts, pour les domaines. Donc, on peut quand même valoriser tous les bois ou forêts autour qui ont des transmissions. Et là, on diminue ces frais de succession? Oui, de 75%. Ah, quand même. Et si on fait les donations très tôt, on peut avoir des abattements supplémentaires. On peut diminuer jusqu'à 90-95% la fiscalité si on s'y prend suffisamment tôt. Si on s'y prend suffisamment tôt. Et il y a aussi le sujet de la répartition, au-delà de la fiscalité. Parce que est-ce que tous les héritiers veulent le domaine, qu'on ne peut pas forcément découper en plusieurs lots? Est-ce que personne n'en veut la génération d'après? Ça, c'est un deuxième sujet à régler. Mais traiter le sujet fiscal, ça permet aux héritiers d'avoir le choix. C'est ça. De garder ou de vendre. Toujours des éclairages pertinents, ce Olivier. Hein. Ah oui, il est incroyable. Hein. J'ai envie qu'on termine cette partie avec Mathéo, parce que là, il y a un projet fou qui est en train de se passer. C'est hallucinant. Alexandra, pourquoi du coup tu nous emmènes voir cette maison? Eh bien écoute, tu m'as demandé un projet de luxe. Donc voilà, ça c'est un projet de luxe. Ouais, c'est plutôt pas mal. Un projet luxueux que je fais en ce moment. Nous sommes à Genève. C'est déjà un lieu d'exception par son emplacement. Du coup, quel est ce projet? Parce que là, c'est une belle maison. Elle est très belle. Et donc, nous allons démolir la maison. Et effectivement, pour faire un objet vraiment encore plus luxueux et utiliser au mieux la parcelle. Le client a étudié les options de rénovation, mais la rénovation ne permettait pas de faire tout ce qu'on voulait faire. Ça va être une maison très moderne, extrêmement conviviale, plus adaptée aux standards d'aujourd'hui, à beaucoup de niveaux, donc en termes de performance énergétique, récupération des eaux pluviales, etc. Mais surtout, ça permet d'augmenter le coefficient constructible. Donc en fait, en faisant une maison performante énergétiquement, on va pouvoir augmenter les mètres carrés. C'est une maison qui a été construite dans les années 70. 70. Elle est très bien faite. On a encore une qualité de construction, voilà, ce qui a pu faire hésiter sur la démolition, parce qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à construire aussi bien, en fait. Pour la maison, il y a 15 ingénieurs qui travaillent sur le projet. 15 ingénieurs qui travaillent sur le projet. Ouais. Combien va coûter la démolition de cette maison et la construction de la nouvelle? Nous, pendant une année, on a travaillé ce projet dans les moindres détails, jusqu'au dernier choix, etc., tout ce qui est lighting, volumétrie. Les ingénieurs ont fait leur travail, les architectes ont fait leur travail, et on double le prix. On double le prix de la maison, d'accord. Ce qui évidemment donc n'est pas possible, parce qu'on sort de la pertinence du coût par rapport quand même à l'emplacement. Et donc pour couper un peu ces coûts, mais de manière non négligeable quand même, reconstruire donc sur les fondations existantes, en surélevant la maison pour justement avoir un dégagement plus important sur la vue sur le terrain. Jardin, ouais. Alors là, on est dans le salon salle à manger, donc comme on peut le voir, on a des matériaux de qualité. Parquet massif, néanmoins, le luxe, c'est l'espace. Et donc, évidemment, ici, on trouve qu'on est un petit peu trop bas de plafond. L'articulation n'est pas fluide, ça manque de hauteur. Et l'idée, c'est d'avoir, voilà, quand on rentre, d'avoir cet effet waouh, la double hauteur, un très bel escalier. Là, la cuisine dans nos plans fait 60 mètres carrés et dans un autre plan, 80 mètres carrés. 80 mètres carrés. Voilà, en plus de la cuisine extérieure où on a, en fait, la cuisine se dédouble en miroir entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord, incroyable. Waouh. Voilà. Incroyable. Allez, on continue. Ça, c'est l'ancienne cuisine, donc c'est là où on comprend que ça ne fait pas rêver ou plus rêver du tout. Et est-ce que du coup, pour toi, la décoration de luxe apporte un vrai prix à la maison? Dans des produits luxueux comme ça, les gens vont vouloir refaire à leur goût. Mais même dans des maisons comme ça, en fait, le fait de voir les maisons meublées facilite grandement la vente. Mais après, le luxe, c'est-à-dire pour quelqu'un qui refait son habitation, ça, c'est jamais perdu. Parce que voilà, c'est quand on achète, on conçoit et on crée un produit de qualité, la qualité a une valeur intrinsèque qui ne se perd pas. Voilà. Incroyable, ce projet-là, c'est démolition, reconstruction, matériaux de ouf, 15 ingénieurs. 15 ingénieurs qui travaillent sur le projet, un désamiantage avec un coût astronomique, et puis on est surtout sur une durée de 5 ans. Ah oui, c'est-à-dire que la maison a été achetée il y a 3 ans,
Et puis là, mais il faut faire toutes les études de sol et toutes ces choses-là. Mais par contre, après, il faut savoir qu'en Suisse, dans la reconstruction... Parce que là, on est en plein cœur de Genève. On est en plein cœur de Genève, là, ouais. Ah oui, c'est ça. C'est aussi ça, le luxe. Hein. On l'a vu dans la première localisation. partie. On est à côté de toutes les plus belles écoles. En plein cœur de Paris, là, du coup... On est à côté de toutes les plus belles écoles. Et puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, quand on reconstruit, plus on a un bon DPE, plus on peut prendre d'emprise au sol sur la parcelle. Et puis là, c'était assez intéressant sur ce projet-là, parce qu'il y a un agent immobilier qui a dû intervenir en disant... Calmez-vous sur le produit parce que ce ne sera pas possible à revendre dans ces prix-là sur le secteur. Parce qu'en fait, on le dit, hein, même pour des rénovations, le prix de la rénovation, c'est pour son plaisir. Alors, dans le luxe, c'est encore 10 fois plus. Le luxe, ça va dans le détail, c'est tout ce qui est visuel, mais c'est tout ce qui est également touché. Elle m'expliquait, Alexandra, qu'elle avait fait une paire de rideaux pour 40 000 €. 40 000 € la paire de rideaux. Exactement. Elle fait du luxe et l'ultra luxe. Hein, Là, elle n'ouvre pas au public pour aller chercher les subventions, elle, je pense pas. Non. Une fois de plus, vous avez enquêté, vous avez été sur le terrain, bravo pour ça. On va faire un petit récap. Ensuite, la banane de la semaine. Et Elsa Esnou sera avec nous, chanteuse comédienne. Elle va nous faire des confidences sur son immobilier et sur sa vie, sa carrière, son œuvre. Le récap, c'est tout de suite. Pour un château de 1000 m², il faudra compter les frais d'acquisition, bien sûr, jusqu'à 6 millions €, mais l'après peut aisément dépasser ce montant. Les rénovations coûtent en moyenne 2 000 € par mètre carré, soit environ 2 millions € pour tout refaire. Une mise aux normes peut monter jusqu'à 800 000 €. Les charges courantes grimpent également très vite et peuvent atteindre jusqu'à 200 000 € sans les imprévus. Et il y en a souvent. La banane de la semaine. On va le faire ensemble, non? La banane de la semaine. Bon, alors Maxime, on l'attendait depuis le début de l'émission. Le luxe, ça t'a inspiré aujourd'hui? C'est ma passion, l'argent, le luxe. Bah oui, je sais. Alors. Bon, on y va. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'était demeure de prestige, château, villa et maison d'exception, un rêve accessible pour l'interrogation. Alors, en tant que fils de riche du Vésinet, je vous propose le Palais Rose. J'ai grandi à 500 mètres de cette magnifique réplique du Petit Trianon de Versailles. Alors, regardez, c'est magnifique. C'est une maison exceptionnelle avec un jardin d'hiver plein soleil. Avec du grand luxe, hein, partout au sous-sol avec une énorme piscine intérieure et son jacuzzi. Alors, ça se vend pas depuis un certain temps, très longtemps, hein, on va essayer de comprendre pourquoi. Selon cet article du Figaro Immobilier, le prix a été baissé de 48 à 38 millions il y a pas longtemps et il y a quand même 0 client. Alors, flagrant délit de mensonge dans cet article, puisqu'en haut on peut lire quoi? Que la maison est dotée des derniers raffinements actuels et complètement faux, hein, bien sûr, totalement du gros mytho. Regardez, il y a un terrain de squash. Alors, le squash, le sport que plus personne ne pratique depuis que le padel ça existe, hein, donc une salle de cinéma à l'ancienne, regardez, c'est les frères Lumière qui l'ont designé. La chambre principale, on dirait celle de Dracula, voilà. Une salle de sport plus que timide. Voilà, il y a trois appareils, il n'y a rien dedans. Alors on résume, 2000 m² d'intérieur en comptant le sous-sol, un terrain de 7000 m² pour 38 millions, c'est très très cher. On est largement au-dessus du prix de la fourchette haute hein, de cette adresse. Regardez, 13 000 du mètre normalement, un maximum. Et puis le vrai problème, c'est l'impôt sur la fortune. Encore une fois, si vous pensiez vous offrir ça avec un euro million, n'oubliez pas qu'il y a 350 000 balles à lâcher par an pour l'État, juste pour avoir le droit d'habiter là. Donc j'ai même trouvé sur un blog immobilier un mec qui fait de l'humour avec cette maison. Attends, regarde. Si vous parvenez à épargner chaque mois 500 € placés minutieusement sur un compte épargne à 3%, il vous faudrait plus de 1000 ans pour pouvoir accumuler les 38 millions d'euros que coûte le Palais Rose mis en vente au Vésinet. De quoi relativiser certains projets à court terme. Banane de riche, mais banane quand même à 13 000 du mètre, donc ça fait 26 millions, ça fait 12 millions de moins que le prix qu'il demande. Donc bon, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Bon Maxime, bah écoute, belle banane. Hein. Toujours. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Bah, avec grand plaisir Bruno. Allez, c'est parti. Alors, bien évidemment, vous le savez, dans cette émission, on reçoit des invités. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Elsa Esnou, comédienne, chanteuse. Elle a plein de trucs à nous raconter, les mystères de l'amour, ça va être du luxe. Du luxe. Attention. C'est cri d'amour. Dans Proprio à tout prix, on adore recevoir des artistes au parcours incroyable. Elsa Esnou est avec nous. Bonjour Elsa. Bonjour. Enfin, est-ce que je dois dire Elsa ou Fanny? Elsa. Ah bon, d'accord, ça va, Elsa. Bon, alors comédienne, chanteuse. Alors, d'ailleurs, ton cœur balance hein, entre les deux en permanence depuis tes débuts d'artiste. C'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir vraiment faire mes deux passions. Alors, c'est le 7e album est dans les bacs.
Il y a une édition collector qui sort très prochainement. Tout à fait, justement, qui permettra de patienter avant le 8e, qu'on mettra forcément un petit peu de temps aussi à préparer, donc c'est bien. Alors, on discutait un petit peu avant, on va commencer par ça, tes chansons favorites, parmi toutes ces disques d'or, il y a des histoires pour chaque titre, et il y a un titre que tu aimes particulièrement sur le dernier album, que tu as composé. Oui, alors c'est vrai que moi j'aime particulièrement Évidence. C'est une chanson vraiment que j'ai écrite, mais de façon en général, tout ce que j'écris et ce que je compose, c'est avec mes tripes, avec mon cœur, donc c'est à fond. Mais celle-ci, c'est vrai qu'à chaque fois, elle me fait quelque chose quand je l'entends. Dès les premières notes de piano. Moi j'aime bien Manga. Oui, alors Manga, elle est très chouette aussi. En plus, on l'a tourné au Japon, le clip. Bah oui. Donc, non, très très chouette. T'es une star sur les réseaux sociaux, t'es une star dans les salles de concert, au Zénith, t'as fait des concerts partout dans le monde. Disons que j'ai de la chance d'avoir un public qui me soutient, qui est là vraiment depuis le début, qui m'a vu évoluer, avec qui justement je grandis en fait. Et ils sont là, ils me soutiennent et ils me donnent envie de faire encore plus à chaque fois. Bon, alors moi, j'ai envie que tu me racontes quand même cette histoire, ce rêve de petite fille. De petite fille sage, hein, où en fait maintenant tu es... Très rebelle, mais sage quand même assez sage, qui était fan d'Hélène. Bien sûr, Hélène, c'était, on va dire, ma première chanteuse, parce que moi j'étais petite, je rentrais de l'école, je me mettais sur le canapé, c'était l'heure du goûter, et je regardais Hélène et les garçons, tout simplement. Et puis j'adorais la voir, parce que donc elle avait vraiment ses cheveux très très longs, et moi je trouvais ça, j'ai toujours aimé les cheveux très très longs, et elle était avec sa guitare, je trouvais ça génial, moi j'adorais. Et donc oui, j'avais de la chance. Elle représentait une forme de modernité déjà hein, à l'époque. Oui, bien sûr, puis j'aimais les chansons. Et alors maintenant, c'est toi quasiment la star des Mystères de l'amour. Non mais on va pas se mentir. Mais en fait, ton histoire avec Cricri, ça fait... Alors, c'est vrai que contre toute attente, parce que moi-même, je n'aurais jamais pensé une seule seconde que ça allait plaire autant au public. Mais c'est vrai que dès lors où on nous a mis ensemble, il y a eu une sorte de magie qui s'est passée à travers l'écran. Et les gens ont accroché, ils ont aimé ce couple fictif. Et donc, pour notre plus grand bonheur, à Sébastien Roch et à moi. D'un point de vue, je dirais, habitation, on est dans une émission immobilière. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir d'enfance, ta maison d'enfance? C'était où et c'était comment? Qu'est-ce que tu as comme souvenir? Alors moi, en tant que Parisienne, moi j'ai toujours vécu dans un appartement. Ouais. Donc moi, c'était vraiment notre appartement chez nous, appartement familial. J'avais ma chambre. Ouais. Moi, j'étais en plus beaucoup une petite fille toujours dans son univers. Donc ma chambre, c'était mon refuge en fait. C'est ça? Voilà, où il y avait toujours mon petit chien. Tu te rappelles de ta chambre d'enfant? Oui. En plus, c'était comment? C'était pas très grand, mais il y avait un lit mezzanine pour que ma sœur soit au-dessus de moi. D'accord. Et puis j'avais plein de peluches. Et puis j'avais mon chien. Puis voilà. C'était quoi ta peluche préférée? Un panda. Ah, c'était un panda. Oui, c'était un panda. Le petit doudou. Le premier appart toute seule, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Encore une fois, en tant que Parisienne, j'avais besoin d'être près de la Tour Eiffel. J'avais une occasion de pouvoir louer un appartement. Une chance incroyable. C'était vraiment une chance incroyable. C'était un petit studio. Mais j'avais la Tour Eiffel à côté et j'étais trop heureuse. C'était genre comme un rêve. Je me disais waouh. Et donc du coup, j'ai voulu profiter de. Donc là, il y avait les études, il y avait la fête, il y avait les soirées, ou c'était plutôt cosy Ça a toujours été cosy chez moi parce que j'avais besoin de. Alors comme je suis une personne qui, que ce soit dans les études ou dans le travail, je suis toujours entourée vraiment de plein de monde. Et quand je suis chez moi, il faut que je sois chez moi. C'est mon petit cocon, en fait. C'est ton refuge. Voilà, c'est mon refuge. Maintenant, je me dis, ça, c'est sûr, quand j'aurai quelque chose de vraiment beaucoup plus grand, pour l'instant, c'est pas encore le cas pour moi. Il faut que j'ai quelque chose de... Quand je dis vraiment grand, j'entends peut-être une très grande maison, quelque chose comme ça. Alors justement, alors, j'allais y venir. Voilà, j'allais dire, là, j'aurais plaisir à avoir plein de gens chez moi, en fait. Mais c'est parce le rêve d'Elsa, donc la maison idéale, elle est où? Alors, je vous avoue que moi, j'aime bien le côté du Var. Moi, j'aime bien le sud. J'aime bien le sud, voilà. Parce que déjà, avec mes parents, souvent on allait dans le sud, Sainte-Maxime, du côté aussi un peu de Saint-Tropez, tout ça, voilà. Et donc je connais un peu cet endroit et c'est vrai que j'aime bien. C'est quoi le rêve ultime pour toi dans les semaines, les mois ou les années à venir? Le rêve ultime, vraiment. Pour répondre à cette question, c'est de continuer tout ce que je fais déjà parce que je suis très heureuse et épanouie. Et effectivement, si je peux avoir l'occasion de faire du cinéma, juste pour l'expérience, parce que quand on est comédien, on a envie de pouvoir toucher un peu à tout. Bien sûr. Et vraiment, le cinéma, j'aimerais bien, parce que je suis plus sensible
pour moi, à ce jeu-là, c'est-à-dire qu'on puisse mettre beaucoup d'émotions dans un regard. Vous savez, j'ai fait le clip Mal de toi, on l'a fait en one-shot, c'est un plan séquence. Ah oui. Et cette chanson-là, justement, je chante du début à la fin, vous voyez juste mon visage, il n'y a aucun montage, rien. Sans cut, en plan séquence. Et puis j'ai les larmes qui tombent. Mais voilà, donc ça, je peux vous le faire. Mais bon, je pense que là, vous n'avez pas le temps. Non, ça va. Merci beaucoup, Elsa. Merci à vous. C'était super. Merci à vous. Elsa Esnou dans l'invité du samedi. Les mystères de l'amour, ça te parle? Ça me parle, cri-cri d'amour. Hein. Ah, c'est ça, je me souviens. Il n'y a que ça que je me souviens. Bon, les amis, on a pu voir comment devenir propriétaire d'une demeure d'exception. On vous a donné tous les trucs et les astuces. Nos experts ont enquêté partout en France. On voit que il y a du rêve, mais il y a aussi des difficultés. Si vous voulez retrouver ces conseils, vous pouvez aller sur M6 Plus pour visionner l'émission 24/24. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures immobilières. Ciao, salut les amis. Ciao.